le peuple polonais est un peuple martyr, qui d'ailleurs n'a pas collaboré avec l'occupant, parce qu'il n'y avait pas d'État polonais à l'époque. Donc c'est un État, c'est un peuple, et votre héritage c'est ça, c'est qu'on est des martyrs, on est des victimes. Et vous voyez comme c'est horrible ce qui s'est passé, et on visite Auschwitz, ou Majdanek, qui était le deuxième camp le plus visité à cette époque. Si on voit bien que là, à ce moment-là, on pouvait passer une image de la Shoah. On ne parle pas de la Shoah. Vous pouvez parler d'une image de la violence de la guerre qui est concentrée sur la violence allemande, plutôt hitlérienne. C'est important, on est toujours hitlérien et pas allemand. Et est une violence qui est contre les nations comme la peur. Donc on a aussi des lectures obligatoires et tout ça est fait. Le discours officiel est un discours de récit national qui intègre complètement les choses qui sont impossibles de ne pas savoir sur les Juifs, qui intègre tout ça. Prenons par exemple l'insurrection du ghetto de Varsovie. L'insurrection du ghetto de Varsovie, c'est la première grande résistance du peuple polonais contre les nazis. Et c'est une résistance qui a été insufflée par la victoire de Stalingrad. Donc c'est grâce à l'armée rouge, aux camarades Staline, et à ensuite le génie révolutionnaire du peuple polonais qu'il y a eu cette insurrection du ghetto de Varsovie qui malheureusement s'est mal terminée, mais qui a pu se continuer ensuite par une grande résistance qui a permis ensuite d'accueillir, d'être sauvé par l'armée rouge. Il est très important de dire aussi qu'en même temps que l'on va faire ce discours sur les Juifs, on va complètement relativiser le discours, par exemple, sur la résistance nationale non communiste, qui est essentielle en Pologne. Ce discours du Parti communiste, qui a des variantes, je ne peux pas détailler ici, est en fait relayé par un autre discours, qui est le discours de l'Église catholique. En Pologne, il y a beaucoup de querelles historiques. Et pendant cette période-là, j'ai fait dans les années 80 une étude auprès des professeurs d'histoire et de géographie des collèges et des lycées polonais, au début des années 80. Et on les interrogeait sur comment ça se passait l'enseignement, le contenu. On disait sur le régime communiste, et ils nous disaient que justement, ils devaient bien sûr expliquer des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et donc, par exemple, il y avait des éléments pendant le massacre de Katyn, où les officiers polonais ont été tués par le NKVD, reconnu aujourd'hui par la Russie actuelle comme étant un crime de guerre. Ce massacre était officiellement, au début des années 90, un massacre nazi. Et donc, il avait eu lieu en 1941, et non pas, en 1942 d'ailleurs, et non pas en 1940. À l'école, on devait dire ça, mais à l'école aussi, les enseignants disaient oui, d'accord, c'est ce que vous dites dire, mais vous savez très bien que ça a eu lieu, que c'est les soviétiques qui ont fait ça. Donc, tout le monde savait qu'il y avait. Et donc, il y avait une opposition forte entre deux discours historiques, le discours officiel et le discours officieux, qui était porté dans les familles. Et l'Église catholique jouait un rôle très important pour diffuser, comme disons représentant plus ou moins de la nation, diffuser ces idées. Sur Katyn, par exemple, sur l'insurrection de Varsovie, sur la résistance, sur toutes sortes de choses qui étaient liées par le pouvoir officiel, étaient diffusées par l'Église catholique. Mais sur un point essentiel, il n'y avait pas des accords. C'était justement sur la question du génocide des Juifs. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a là, il n'y a pas de désaccord. Et que l'idée qu'on est un peuple victime, innocent, qui n'a aucune responsabilité quelconque dans ce massacre, et mélangé avec l'idée que de l'antifascisme national contre l'hitlérisme, tout le monde se retrouve ensemble, c'est sous cette base, ce noyau dur
est commun au discours du Parti communiste et au discours de l'Église catholique. Et c'est pour ça que pendant toute la période, tout ce qui va être la construction de la mémoire collective va se faire sur cette base-là. Même en 78, ou 79, excusez-moi, lorsque le pape Jean-Paul II va en Pologne, il va à Auschwitz, il fait une grande messe à Auschwitz, il parle notamment du père Kolbe, qui est un père héroïque, qui certes était antisémite, mais qui a donné sa vie pour quelqu'un à Auschwitz, qui va être sanctifié, mais il relaie exactement le même discours. Et ce discours, ça marche très très bien. Il va y avoir beaucoup de crises politiques dans ce pays, pendant toute la période qui nous occupe. C'est un des pays les plus mouvementés du point de vue de l'histoire politique. Si vous connaissez un peu, vous savez tout ce qui s'est passé, 70, 56, 68, etc. Mais sur cette question-là, ça marche très bien. On a un indice qui est excellent, c'est un sondage. Vous avez des études sociologiques très approfondies sur la représentation de l'histoire de la Shoah, etc. en Pologne. Et au début des années 90, on pense encore que dans les sondages, on voit très clairement que pour les Polonais, Auschwitz est toujours le lieu de martyre des Polonais. Et pour une toute petite minorité, ils pensent que c'est le lieu de martyre des Juifs. C'est le fruit de cette éducation. Et c'est le troisième point sur lequel je vais revenir maintenant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer justement dans ce pays. Ça commence un peu plus tôt, dès la fin des années 80, où vous avez une autre vision qui va apparaître, une autre mémoire qui va se construire, et qui va faire qu'aujourd'hui, le même sondage fait par les mêmes sondeurs, ce n'est pas des sondeurs, c'est des sociologues, montre que très clairement, pour la grande majorité des Polonais, aujourd'hui, Auschwitz, c'est le lieu d'extermination des Juifs. Et le lieu des martyrs de Polonais, puisqu'il y a quand même 150 000 Polonais qui ont été assassinés, non-juifs, qui ont été assassinés à Auschwitz. Et c'est ce nouveau point que je voudrais prendre maintenant pour vous dire pour voir comment ça a changé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est venu des catholiques. Vous avez un éclatement de ce consensus qui commence dès le milieu des années 70 par la prise de position d'intellectuels et qui va aboutir à un véritable éclatement au début des années 90. Alors ça passe par beaucoup de choses, je vais y revenir tout de suite, mais je prendrai quand même le point de départ. C'est que, je vous ai dit, il y avait ces deux points de vue au début, après la guerre, parce qu'après l'Église catholique, il y avait quand même un certain nombre de gens qui avaient une vision, disons, correcte, disons, lucide, sur ce qu'avait été l'attitude des Polonais pendant la guerre, comment s'était passé le génocide, etc. Il y avait dès 1943, vous avez des intellectuels polonais, notamment un des plus grands poètes polonais du XXe siècle, qui s'appelle Czesław Miłosz, vous connaissez, qui a été prix Nobel, qui a écrit un très très beau poème, qui est très célèbre, qui s'appelle Campo de Fiori, qu'il a écrit en 1943, c'est-à-dire juste après l'écrasement de l'insurrection de Varsovie, du ghetto de Varsovie. Et dans ce poème, il raconte l'histoire il montre une métaphore où d'un côté vous avez le ghetto qui brûle, c'était, vous savez, le jour de Pâques, le ghetto qui brûle, et de l'autre côté, dans la rue, une place qui est très connue à Varsovie, la place Paczynski, vous avez un manège avec des enfants et des jeunes filles en fleurs qui dansent, qui chantent, qui fêtent, ce sont les vacances. Et ce poème symbolise l'indifférence des Polonais vis-à-vis de la mort des Juifs. Et ce poème est très fort. Bon, je vous résume la métaphore rapidement. Et ce poème a été, bien sûr, était interdit.
on ne pouvait pas en parler. Il commençait à circuler dans les milieux de l'opposition, dans les éditions parallèles. Et en 87, c'est peut-être tard, mais c'est comme ça, en 1987, dans un des plus grands dans le grand hebdomadaire catholique polonais, qui s'appelle Tygodnik Powszechny, qui est un hebdomadaire de Cracovie, dans ce grand hebdomadaire qui est libéral et dans lequel on peut parler de façon à peu près librement, vous avez un critique littéraire qui est un intellectuel catholique fameux, qui s'appelle Jan Monsky, et qui va faire une critique de ce poème. En fait, qui prend ce poème et qui le commente, et qui, à propos de ce commentaire, développe l'idée que certes, les Juifs ont été assassinés par les Hitlériens. Certes, ils ont connu sur le territoire polonais la plus grande, c'était une grande tragédie, et ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs, et simplement parce qu'ils étaient juifs. Et que ça, il faut s'en souvenir, c'est très important pour nous, citoyens polonais non juifs. C'est un écrivain c'est un catholique qui parle. Mais il dit aussi, nous avons été indifférents. Et il développe longuement et de façon très radicale l'idée de l'indifférence. Et il annonce, non seulement nous avons été indifférents, mais nous avons été finalement co-responsables de ce meurtre. Vous vous rendez compte? Co-responsables. Co-coupable. Le mot qu'on utilise en polonais, c'est co-coupable. Bon, ça va créer un scandale énorme dans le pays. Et j'ai moi-même été à Cracovie à cette époque-là et j'ai discuté avec le directeur de ce journal qui m'a montré des piles comme ça de lettres qui arrivaient sur son bureau tous les jours de gens qui dénonçaient, qui l'attaquaient, d'antisémites de toutes sortes. Mais ce n'était pas qu'un discours antisémite, c'était un discours non, on a aidé les Juifs. On les aime les Juifs, on les a aidés. Bon, c'est vrai, mais on n'était pas indifférents. Moi, je n'étais pas indifférent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ma mère a fait ceci, fait cela. Vous voyez, donc ça crée une sorte de choc. Et ce débat de 87 commence une période qui va aller jusqu'à, disons, 2001, avec au milieu l'avènement de la démocratie dans ce pays, qui va faciliter beaucoup les choses, et qui va permettre la circulation libre des idées et les débats publics. Vous avez à ce moment-là, vous avez une prise de conscience à travers toutes sortes de phénomènes. Et vous avez une série de d'autres grands débats politiques et mémoriels du même type, qui vont être des vrais débats cathartiques, dont un qui est très fameux à propos d'un pogrom qui a été perpétué par les Polonais d'un village en 1941, après le départ des troupes soviétiques et avant l'arrivée des troupes allemandes, et où vous avez la moitié du village qui a brûlé vif l'autre moitié du village dans une grange. Et ce meurtre a été présenté jusqu'à présent comme un meurtre allemand, mais tout le monde savait que c'était les Polonais qui l'ont fait. Un historien a fait un livre là-dessus, sans créer un débat, et c'était le grand débat dans le pays pendant 2 ans. Et un vrai débat. C'est-à-dire toutes les télévisions, tous les journaux, les interviews. Il n'y a pas un intellectuel polonais qui n'est pas intervenu sur ce sujet. Grand débat cathartique qui a eu à peu près le même sens que ce qu'on a eu en France sur le procès Papon ou des choses comme ça. Il y a aussi le développement d'une recherche scientifique, on en a fait allusion aujourd'hui hier, ce matin, je ne sais plus, de grande qualité chez les historiens, l'ouverture de nouvelles archives, et le développement d'un mouvement mémoriel fort, avec réhabilitation des cimetières, festival de culture juive, collectage de témoignages, et surtout reconnexion avec le monde juif à l'étranger. C'est-à-dire, vous savez que dans tous les villages et tous les petits shtetl qui ont été détruits par les nazis, il y a des quelques rescapés qui aux États-Unis, qui en France, qui en Israël, ont organisé des sociétés, des anciens, et qui commémorent la mémoire du village, qui a des tas de témoignages, etc. Et ces gens, les mairies polonaises correspondantes se sont connectées, il y a des associations qui sont créées, etc. etc. C'est devenu un véritable, bouillon
de culture et de prise de conscience qui a été bien sûr favorisée par la période de démocratie. Mais, et je vais quand même encore terminer sur 2 points, mais ce mouvement qui a abouti à des prises de position officielles, notamment de la part du président de la République, de la part du Premier ministre, de la part des responsables locaux, de la part de l'éducation nationale, changement dans les manuels, tout ça, ce mouvement qui est absolument extraordinaire, qui a construit une autre vision de la mémoire, qui a notamment remis au centre le caractère juif du génocide, qui a créé aussi toute une série de discussions sur la relation entre les juifs et les Polonais. Ce débat, oui, qui a une autre dimension aussi que j'ai oublié de dire, mais qui est essentielle, c'est que ce débat a aussi permis de prendre conscience du passé juif du pays. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier, parce que dans la plupart des grandes villes polonaises, il y avait 30 et 40% de juifs avant la guerre. Et donc ces villes qui reprennent conscience, retrouvent leur liberté après la chute du communisme, se trouvent devant leur passé, et leur passé, que sont devenus les juifs. Et donc là, vous avez aussi tout un débat sur le lien entre la culture juive et l'histoire du village, de la ville et du pays, et la nation. Mais ce point va donner quand même que, en même temps que ce discours qui se construit, l'ancien va se maintenir. Il va être marginalisé, puis il va se structurer, et il va se trouver, il va se connecter avec des petits courants nationalistes ou des catholiques intégristes de toutes sortes, et vous allez avoir dans le pays toujours un contre-feu qui est minoritaire pendant très longtemps, et qui, lui, n'est pas négationniste ni antisémite, encore que sur l'antisémitisme on pourrait discuter, mais qui ne nie pas l'histoire de la Shoah. Il considère que cette histoire ne nous concerne pas, nous, Polonais. C'est une autre histoire. Et qui donc relativise complètement la Shoah comme phénomène mémoriel, et qui, c'est pas notre histoire, c'est pas notre mémoire, et ce n'est pas à nous d'en parler. Bon, les Juifs, ils ont leur affaire, nous, on les a aidés, ils ont eu un sort malheureux, ou plus rien. C'est la version soft, il y avait des versions un peu plus dures. Et donc ça a toujours existé. Donc, et le deuxième point que je voudrais donner en conclusion, c'est que ce mouvement mémoriel que j'ai rapidement décrit n'est jamais totalement stable, n'est jamais acquis. Il y a une de mes amies polonaises qui dit toujours que ça se passe comme la psychanalyse, il faut tout recommencer. Il y a des psychanalystes dans la salle, ils disent qu'ils savent mieux que moi, ce texte, le fameux texte de Freud sur la Bellini et la Fini, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir. Donc ça veut dire que par exemple, vous avez une génération qui vient à l'action publique, qui est très active dans les années 90, 2000, 2010, mais elle fait des choses formidables, mais c'est pas sûr que ce soit ancré. Mais on voit ça aussi en France, on voit ça aussi ailleurs, ça peut revenir. Or, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce débat-là, vous avez une crise politique en Pologne, vous avez un changement de majorité politique, et vous avez eu une victoire récente et imposante de forces politiques qu'on peut caractériser comme conservatrices et nationalistes, qui ne sont pas des gens, des antisémites, mais qui vont, eux, se reprendre le discours du temps de la Pologne populaire, de la PRL, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de relativiser à nouveau cette question. Et ça, c'est un point aujourd'hui qui est très inquiétant dans la situation polonaise, c'est ce retournement qui fait qu'aujourd'hui, la mémoire est coupée en deux, en fait. Vous avez d'un côté celle que je viens de vous décrire, et puis l'ancienne qui revient, et qui cohabite pour l'instant. Et l'ancienne a beaucoup d'atouts du fait qu'elle est relayée par les pouvoirs politiques. Donc, je conclurai en disant que le cas polonais, en ce qui nous concerne, montre très bien comment les choses peuvent changer dans les deux sens. On le constate. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de retour en arrière complet. Je ne le crois pas même.
parce que je crois qu'il y a un autre aspect qui est essentiel pour comprendre la situation du monde aujourd'hui, c'est la mondialisation et l'ouverture de ce pays au monde. Et le fait qu'aujourd'hui, on va probablement plutôt avoir une cohabitation entre les deux discours plutôt que le fait qu'un des discours va disparaître au profit de l'autre. Mais je crois que ça doit nous faire réfléchir sur l'évolution et les politiques mémorielles qui, elles, sont décisives pour les représentations des génocides dans nos pays.